Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. On va parler de 4 sujets aujourd'hui, ce qui n'est pas complètement inédit, mais les sujets en revanche, eux, le sont. La France et l'Italie, bien sûr, cette crise entre les deux gouvernements, après le rappel de notre ambassadeur à Rome. Je n'ai que de bonnes intentions vis-à-vis de la France, affirme Matteo Salvini. Peut-on le croire? On en parlera. On parlera aussi de la votation citoyenne. C'est la dernière idée en date de Benoît Hamon pour essayer de sauver ce qui peut l'être de la multitude de listes de gauche qui se présentent aux élections européennes. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est la dernière station avant le désert? On en parlera. Et puis on parlera des hausses d'impôts. Ça a été très à la mode cette semaine. Les ministres ont rivalisé de créativité, notamment Gérald Darmanin, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron sonne la fin de la récréation en disant non, on n'augmentera pas les impôts. Est-ce qu'on peut y croire? On espère que oui, mais comme c'est pas sûr, on en parlera. Et puis nous parlerons des écoles hors contrat, ces établissements scolaires qui sont reconnus par l'État, mais qui ne bénéficient d'aucune subvention. Ils sont très surveillés par le ministère de l'Éducation nationale. Peut-être trop, ce sera l'objet de notre débat. Bonsoir Virginie Pradel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes avocate fiscaliste et présidente de l'Institut Vauban. Guillaume Bernard est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Vous êtes aussi l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié aux éditions Desclés de Brouwer. Nous accueillons aussi Anthony Cortez. Bonsoir, ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes journaliste au service Société de Marianne. Marianne qui publie cette semaine en couverture un sondage choc, c'est d'ailleurs le titre de votre une, l'électrochoc, qui montre que si l'élection présidentielle avait lieu ce week-end, Emmanuel Macron serait réélu dans un fauteuil. En tout cas, au premier tour, il a une avance assez impressionnante sur tous les autres candidats. Et puis Karl Meus est là aussi. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui publie ce week-end en couverture le compte-rendu du grand débat lancé avec ses lecteurs, mais on en reparlera dans l'émission. Vous êtes aussi l'auteur de François Hollande, le président du temps perdu, publié aux éditions Stock. Alors, on commence avec ce bras de fer, ou cette tragédie, cette comédie, comme on voudra, entre la France et l'Italie. Vous savez que Luigi Di Maio, l'un des ministres importants de la coalition italienne, puisque c'est aussi le chef du mouvement 5 étoiles, a rencontré en France des gilets jaunes. Ça m'a pas du tout plu au gouvernement français qui a rappelé son ambassadeur à Rome, et la colère subsiste au gouvernement français. Écoutez celle de Nathalie Loiseau, c'est notre ministre des Affaires européennes. Un membre d'un gouvernement étranger qui vient en France soutenir même pas un leader politique, mais quelqu'un qui a appelé à la guerre civile, quelqu'un qui a appelé au renversement du président et à un gouvernement militaire, ça n'est jamais arrivé non plus. Il ne s'agit pas de dramatisation, il s'agit de dire la récréation, c'est fini. Alors, les putschistes dont parle Madame Loiseau, ce sont les gilets jaunes. Je vous le précise si ce n'était pas suffisamment clair. Alors, du côté italien, on temporise. Luigi Di Maio publie dans Le Monde de cet après-midi une tribune dans laquelle il explique qu'il a simplement voulu rencontrer les gilets jaunes parce qu'il trouve que le mouvement politique est intéressant, mais qu'il veut continuer à dialoguer avec le gouvernement français. Et du côté de Matteo Salvini, donc le ministre de l'Intérieur et l'homme fort du gouvernement italien, il y a eu un communiqué où Salvini explique qu'il veut se fâcher avec personne, que les polémiques ne l'intéressent pas, et qu'il est tout à fait ravi de rencontrer Emmanuel Macron pour s'asseoir autour de la table. Guillaume Bernard, je crois qu'il y avait un pape qui disait « comediante, tragédiante ». Vous me retirez les mots de la bouche. Pourtant, on n'avait pas répété. C'est peut-être parce qu'on a les mêmes références. Mais je crois. Alors, c'est une comédie ou une tragédie, cette histoire? C'est une comédie, évidemment. Enfin, écoutez, à partir du moment où Emmanuel Macron, de lui-même, s'auto-intronise le chef de l'Union européenne, j'allais dire un peu ouverte à tout vent, contre la lèpre populiste, il fallait bien qu'il s'attende à ce que les leaders politiques étrangers prennent position contre lui. Bon, et donc par conséquent, effectivement, Matteo Salvini pour l'Italie, Viktor Orban pour la Hongrie apparaissent comme étant les concurrents de la ligne Macron, eux-mêmes étant d'ailleurs au pouvoir. En France, Macron veut focaliser les élections européennes entre lui et, je dirais, les populistes. Eh bien, c'est la même chose qui se passe en Europe. Au niveau européen, il est bien certain que ça n'est pas d'une
d'une grande diplomatie que d'aller rencontrer des gilets jaunes. Maintenant, en revanche, présenter ces gilets jaunes comme étant des putschistes, ça me paraît un tout petit peu exagéré. À cela s'ajoute le fait que ça voudrait donc dire que désormais la doctrine officielle du gouvernement français, c'est tout refus d'ingérence à l'étranger, y compris d'intervention pour favoriser les mouvements démocratiques, etc. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures en fonction des intérêts du gouvernement en place. Virginie Pradel, vous y croyez à ces déclarations apaisantes de Matteo Salvini ? Oui, bien sûr, et comme le disait très bien monsieur, c'est très excessif. Enfin, rappelons-nous quand même qu'il y a quelques mois, devant un parterre de Rothschild, monsieur Macron avait qualifié Viktor Orban et d'autres dirigeants d'esprits fous qui mentent à leur peuple, et de mémoire, personne n'avait été rappelé, enfin aucun ambassadeur n'avait été rappelé, donc il faut quand même... Voilà, c'est deux poids, deux mesures. Il faut quand même relativiser le cas, sachant qu'à l'aune des élections européennes, il n'y a absolument rien d'absurde à ce qu'ils se rencontrent. Enfin, il y a quand même des similitudes entre le mouvement du responsable politique en question et les Gilets jaunes. Donc non, je pense que c'est une grande comédie. Alors sur le point précis du rappel de l'ambassadeur, les internautes du Figaro sont assez partagés. On leur a posé la question sur le Figaro.fr. La France a-t-elle raison de rappeler son ambassadeur à Rome? Il y a une majorité qui considère que oui, mais c'est pas écrasant non plus. Karl Meeus, finalement, ce qu'on peut dire qu'effectivement, Di Maio soutient les Gilets jaunes, et comme dit Virginie Pradel, c'est normal, parce que c'est un peu le même positionnement politique. Oui, parce qu'au fond, le mouvement 5 étoiles, c'est un peu la naissance du mouvement 5 étoiles ressemble un peu à la naissance des Gilets jaunes. Il y a cette contestation d'un ordre établi, contestation populaire. Mais au fond, la comparaison s'arrête là, parce que très vite, le mouvement 5 étoiles a trouvé son leader, BP Grillo, alors que les Gilets jaunes ne l'ont pas trouvé. Après, bon, on sait très bien qu'il y a des bagarres internes à l'Italie. C'est-à-dire que Di Maio, quand il fait ça, c'est aussi pour contrer Salvini. Salvini a un accord avec Marine Le Pen. Dans la campagne des européennes, ils sont assez proches. L'idée de former un ensemble, alors populiste, on l'appelle comme on veut, face aux progressistes. Là, il y avait un axe, Marine Le Pen, Salvini et éventuellement d'autres. Di Maio, s'il soutient une liste gilet jaune, il perturbe évidemment Marine Le Pen. Et c'est là où il manque un peu de sens politique, en tout cas national, c'est qu'il arrange Emmanuel Macron. Parce que dans tous les sondages d'intention de vote, dès qu'il y a une liste gilet jaune, ça ne bénéficie absolument pas à Marine Le Pen. En revanche, ça laisse la liste de La République En Marche à son score. Donc c'est pas très habile si on regarde d'un point de vue électoral. Anthony Cortès, est-ce qu'il va falloir s'y faire finalement à ce nouveau type de relation européenne, on va dire un peu viril, quoi, parce que c'est comme ça. Avant, on disait toujours on est d'accord, on a eu une rencontre constructive, et aujourd'hui on a l'impression que tout est sur la table, quoi. Il y a plus rien de caché. Alors, il ne faut pas oublier que dans 3 mois il y a les élections européennes. Voilà, tout à l'heure vous demandiez s'il était sincère. Moi, je n'irai pas sur le terrain de la sincérité. Je pense que c'est simplement de la stratégie. C'est une simple réponse à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voulait que le débat soit axé sur populistes contre libéraux. En gros, Di Maio et Salvini répondent chiche, allons-y, nous allons jouer la carte du populisme. Nous allons et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure la tribune de M. Di Maio dans le Monde. Il parle de l'État-providence comme son étoile polaire. Il parle du système français, de ses traditions, de ses valeurs comme son modèle quelque part, et là on voit qu'il veut se présenter comme le premier opposant à tout ce que Emmanuel Macron représente, c'est-à-dire une Europe libérale ouverte à tous les vents. Guillaume Bernard, vous êtes montré favorable, vous avez d'ailleurs pris des initiatives en ce sens, à une forme de rapprochement des droites, peut-être pas institutionnel, mais en tout cas en termes d'idées. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, il a sa place là-dedans, ou est-ce qu'il est inclassable ? C'est très compliqué votre question, mais c'est très bon. Je crois que les Gilets jaunes sont nés du fait que les partis politiques actuels sont déficients. Est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer à forcer les partis politiques à se réorganiser ?
Peut-être. En tout cas, moi, vous savez que je ne cache pas le fait que je le souhaite. Mais je ne crois pas que la recomposition du spectre politique se fera par des alliances entre les actuelles structures politiques, mais qu'elles viendront de la base, qu'elles viendront des élections locales, qu'elles viendront, je dirais, d'une réorganisation du paysage politique par des personnes qui convergent sur des idées, indépendamment des structures auxquelles ils appartiennent. D'une certaine manière, les Gilets jaunes ont montré qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à la même structure politique, mais qu'elles convergent sur des idées et qu'elles peuvent donc essayer de réaliser quelque chose. Donc de ce point de vue-là, c'est un coup de semonce pour les partis politiques, parce que certains s'imaginent que les élections européennes vont rebattre entièrement les cartes. Je n'en suis pas certain du tout. Tout dépend de la participation. S'il y a une très faible participation aux élections européennes, l'importance des scores des uns et des autres seront à relativiser énormément. Karl Mayus, un dernier point. Ces attaques de l'Italie contre la France, contre Emmanuel Macron, ça sert Macron, vous croyez, politiquement ? Ça peut le servir politiquement parce qu'il y a toujours un réflexe national quand un autre pays nous attaque ou dont les dirigeants se moquent des dirigeants nationaux. Il y a un réflexe un peu chauvin de se dire mais de qui il se mêle, parce qu'au fond, Di Maio, là, il se défend dans le monde, mais il avait prévenu personne qui venait en France. Ça ne se fait pas. Vous évoquiez tout à l'heure ce que disait Emmanuel Macron. Il ne l'avait pas dit sur le sol italien. Et quand il dit les choses, il le dit clairement, publiquement. Là, Di Maio, c'était sauf quand en il critique catimini. les Français, il le fait à l'étranger. Ça, en revanche, oui, mais ça, il ne se gêne pas. Ça reste interne, ça reste les Français. Bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la tribune de Di Maio et dans les propos de Salvini, à aucun moment, vous les entendez s'excuser. Ouais. À aucun moment, ils disent « bon, on est allé un peu loin et tout ça ». Donc, il dit « on tend la main », mais ils l'attendent d'une certaine manière un peu particulière. Et quand Salvini dit « on veut bien voir le président Macron », il oublie juste une chose, c'est que lui est ministre de l'Intérieur. Di Maio est vice-chancelier, Il est vice-premier ministre. Comme Salvini, il Voilà. est aussi ministre du développement économique, du travail et des politiques sociales. C'est pas le même niveau hiérarchique qu'Emmanuel Macron. J'imagine mal Emmanuel Macron s'abaisser et dire bah oui, je viens recevoir. Ils ont beau être chefs de parti, c'est pas les présidents de la République. Et ils ne sont pas Premier ministre, puisqu'il y a un Ni Premier Premier ministre, ministre. même si personne ne sait qui c'est. Et qu'il n'existe pas, ce qui montre bien qu'effectivement, Ouais. c'est les partis politiques en question qui mènent la danse. Qui tiennent la maison. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes assez partagés sur ce dossier. Alors d'abord, sur cette question de savoir si on a bien fait de rappeler notre ambassadeur, c'est plutôt oui. Alors Brunito nous dit c'est une réponse diplomatique forte à des provocations de plus en plus poussées. C'est aussi l'avis de Jean. On a rarement vu le ministre d'un pays insulter le président d'un pays ami. Alors Marx Faure lui dit non, parce que le rôle d'un diplomate et du premier d'entre eux, l'ambassadeur, est justement d'arranger les choses, d'arrondir les angles, de négocier. Alors, c'est vrai que de ce côté-là, il y a du travail. Et Nicole renvoie tout le monde dos à dos en disant de toute façon, tout le monde est en campagne pour les européennes, donc tout ce cinéma, c'est de la com. Sauf peut-être l'opposition qu'il y a, parce qu'elle repose sur des sujets de fond entre la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron et celle des Italiens. Et la pérennité de l'euro. Et la pérennité de l'euro. Parce que c'est ça le fond du problème. Ah oui, sauf que pour l'instant, les Italiens ne veulent pas en sortir de l'euro. Mais peut-être que ça changera. On va rester dans cette perspective européenne et pour parler des élections, mais cette fois-ci du côté français. Benoît Hamon, qui est le chef de file du mouvement Génération.s. Je ne sais pas ce que ça veut dire .s, mais c'est important, donc il faut toujours répéter Génération.s. Il était ce matin chez nos confrères d'RTL. Et alors, vous savez qu'il y a une multitude de listes de gauche. Pour l'instant, il y a Génération.s, donc il y a Europe Écologie Les Verts, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, même s'ils n'ont pas encore de tête de liste, il y a le Parti Communiste, et puis il y a Place Publique, le mouvement fondé par Raphaël Glucksmann. Comme tout ça, ça fait du monde, eh bien, Benoît Hamon, il propose un truc original, il dit, mais si on se décidait avant en faisant une élection entre nous, regardez ce que ça donne. Le mode de scrutin que je vais proposer, il a déjà été expérimenté ailleurs qu'en France, il est original, il est d'une incroyable modernité, et surtout, il a un mérite, il rassemble. Imaginons que demain, nous ayons une dizaine de listes de gauche, écologistes, qui soient soumis au vote des citoyens de gauche et des écologistes qui souhaiteraient y participer. Eh bien, nous leur proposerons ce qu'on appelle un vote préférentiel, de donner un tiercé, la liste qu'ils préfèrent, la liste en second et la liste en troisième. Alors, je vois que ça vous fait rire, Virginie Pradel, comme si ça vous paraissait pas sérieux. Non, mais c'est le grand retour de ce qui nous divise est moins important que ce qui nous rassemble. Ça a du sens. On a une constellation de micro-mouvements à gauche
qui risque de faire un score catastrophique. Donc moi, je trouve que c'est une démarche qui a du sens. Après, c'est un appel général, on sait très bien que tout le monde ne va pas y répondre, mais clairement, il faut espérer pour eux que le Parti socialiste se joigne à Génération.S, parce que je ne vois pas vraiment la différence entre les deux. Bon, après, il ne faudrait pas que ça tende non plus à devenir l'armée mexicaine de gauche, parce que je ne vois pas non plus ce qui rassemble le Parti socialiste et le parti de Mélenchon. C'est pas forcément très clair, Karl Meus, qu'est-ce que veut faire Benoît Hamon? En fait, il veut organiser une primaire, c'est ça un peu. L'idée, c'est que les électeurs qui se reconnaissent de gauche choisissent la liste, mais pour ça, il y a un truc qui s'appelle l'élection, non? Pourquoi il veut faire ça avant les européennes? Si vous avez compris, c'est qu'il s'est mal exprimé, hein, parce que c'est vraiment un truc de gauchiste, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien au système électoral qu'il a mis en place. Non, mais c'est vrai. Guillaume Bernard est très choqué par ce que vous venez de dire. Oui, je ne doute pas. Je suis sûr qu'il a compris. Sur la gauche, tu vraiment lui déplaît. Non, mais alors, on voit bien pourquoi Benoît Hamon veut faire ça. Vous évoquez la primaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, ça lui a réussi d'avoir une mobilisation de la gauche. Le problème qu'on peut évoquer, c'est deux choses. Un, ça lui a réussi, il a fait ça lui a réussi. 6%. Il a éliminé Manuel Valls. Oui, il a éliminé les autres. Ensuite, ça ne lui a pas réussi. Comme quoi, ce n'est absolument pas la garantie pour les élections européennes. Deux, il n'y a aucune garantie de respect non plus des scrutins, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de participants à la primaire de la gauche n'ont pas respecté leur propre signature et ont choisi de soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle. Donc bon courage. Et troisièmement, on a bien vu quand même qu'il y avait, alors le mot manipulation est peut-être un peu fort, mais qu'il y avait des pans entiers d'électeurs ou de militants de la France Insoumise qui sont venus participer à cette primaire, non pas pour voter pour Benoît Hamon, mais pour éliminer Manuel Valls. Donc on voit bien que tout ça a été faussé. Et là, on ne comprend pas très bien comment lui va faire le tri entre les électeurs de sa votation citoyenne. Donc vous voyez, tout ça est un peu compliqué et il faut juste rappeler quand même que Place Publique a essayé, elle, de faire un effort de rassemblement. C'est Raphaël Glucksmann, hein, c'est un mouvement de gauche lancé par des intellectuels hors parti. Voilà, hors parti, Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian et un économiste, c'est Thomas Borcher si je ne me trompe pas, en disant on essaye de rassembler tout le monde. Benoît Hamon n'y est pas allé. Et après il dit oui ça ne marche pas donc j'appelle les électeurs. Il y a quand même une contradiction. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, Anthony Cortez? Non, pas grand-chose, mais je trouve ça formidable, justement, ce grand cirque, parce que, voilà, on sort d'un mouvement populaire, les Gilets jaunes, où on retrouve quelque part le socle de la gauche, le socle historique, avec des ouvriers. Ils sont... Pour vous, c'était un mouvement de gauche, les Gilets jaunes? Pour moi, c'était un mouvement de gauche. Ouais. Et justement, les revendications des Gilets jaunes le disent. Ils sont pour plus de justice fiscale, ils sont pour plus de protection, plus de services publics. Et là, on a la gauche qui, comme réponse, sort une manœuvre d'appareil. Moi, j'arrive pas à comprendre cette stratégie, et en plus à ce côté loufoque. Et cette démarche va s'accompagner d'un échec total, parce que les seules réponses positives à l'appel de Benoît Hamon, c'est le PS qui ne représente plus rien, et Place Publique qui est une construction médiatique qui ne... J'arrive pas à comprendre le poids qu'on donne à Place Publique aujourd'hui dans le paysage politique français. Donc voilà, pour moi, c'est un cirque complètement tragique. En fait, c'est quelque part la preuve que la gauche a renoncé à changer la vie, mais voilà, s'est trouvé une existence dans le fait de vouloir sauver la gauche, et uniquement ça. Alors, on vous a posé la question sur Twitter, sur le hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Trouvez-vous que la votation citoyenne proposée par Benoît Hamon pour rassembler la gauche est une bonne idée? Eh bien, pas tout à fait, puisque 74% d'entre vous considéraient que non. Et Chlorum dit, non, c'est pas une bonne idée, gauche comme droite doivent complètement mourir afin de pouvoir renaître de leurs cendres, avec de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Il est de toute façon trop tôt pour une alliance à gauche. Nicole pose la question, la gauche existe-t-elle encore? Et Bronito considère, lui, que les députés européens n'ayant de toute façon aucun pouvoir sur les institutions, la plupart des programmes sont fantaisistes. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'accueil de la proposition de Benoît Hamon est plutôt frais. Écoutez, par exemple, la réaction de Yannick Jadot. C'est la tête de liste Écologie Les Verts aux européennes. Donc, on lui dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Benoît Hamon? Et en fait, il répond non. Le sujet, ce ne sont pas les égos, c'est la cohérence politique. Et puis, ce qu'on nous propose, c'est d'être en compétition interne, de faire une sorte de congrès socialiste très large, associant tous les citoyens, au moment où il faut faire campagne pour l'Europe. Bon, Guillaume Bernard, au-delà de l'ironie,
Qu'est-ce qui se passe enfin, pourquoi est-ce que la gauche est comme ça aussi atomisée? La vérité, c'est qu'entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, il n'y a pas grand-chose. Et plutôt que de faire 2 mauvais scores, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Vous avez une explication à cette division? Parce que tout simplement, c'est le reliquat d'années de vie politique où les partis politiques avaient des sinécures grâce aux élections. Et en particulier les élections européennes permettaient, je dirais, grâce au scrutin proportionnel, d'obtenir un certain nombre d'élus, et qu'ils veulent tous essayer d'avoir une petite part du gâteau. Le problème, c'est que là, on est en face de listes qui ne sont peut-être même pas sûrs de faire 3%, donc d'avoir le remboursement des frais, et puis même pas sûrs de faire 5% pour avoir des élus. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils se posent la question de savoir si leur survie est plus importante que, effectivement, leur querelle d'ego. Sincèrement, moi, je l'ai théorisé, vous avez eu la gentillesse d'y faire allusion tout à l'heure, c'est ce que j'appelle le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire que la pression idéologique, elle ne vient plus par la gauche du spectre politique, mais désormais par la droite. La gauche socialiste, elle est quasiment aujourd'hui inexistante, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une force d'inertie, qu'il n'y a pas encore, je dirais, une pression fiscale, on en parlera tout à l'heure, encore très forte, mais la pression idéologique, elle ne vient plus de la part des collectivistes, il n'y en a plus. De véritables collectivistes. Et donc, par conséquent, on a un personnel politique qui existe toujours, mais qui n'a quasiment plus d'électeurs. Donc, évidemment, il faut qu'il se partage un gâteau qui est de plus en plus restreint. Comment on explique, Karl Mayus, cette espèce de... Ce qui ressemble quand même, alors il ne faut pas préjuger du résultat des élections, mais à une forme de suicide collectif, quoi, ou en tout cas une démarche qui n'est quand même pas très constructive. Ça s'explique exactement ce que dit Guillaume Bernard, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser un seuil qui va leur permettre d'exister politiquement et médiatiquement. Toutes ces listes, séparément, font 3, 5, 6%, et donc on comprend bien pourquoi, vous l'avez rappelé, Virginie Pradel, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot ne vont aller dans cet ensemble. Parce que quand vous êtes fort et que vous pesez, vous n'avez pas intérêt à avoir un boulet à côté de vous ou chez vous qui vient un peu vous lester. Le problème, c'est qu'on le sait très bien, les élections européennes ne construisent pas quelque chose dans la vie politique nationale. Chevènement, Pasqua, d'ailleurs les Verts l'ont appris à leurs dépens. Villiers l'ont appris à leurs dépens, on fait des très bons scores des élections européennes, ça n'a rien construit derrière sur une élection européenne. En revanche, ça peut détruire des carrières politiques. Et alors là, pour le coup, Michel Rocard peut vous en parler. Nicolas Sarkozy, en 1999, ça n'a pas détruit, mais ça l'a freiné et il s'en souvient encore. Et là, on voit très bien que si le Parti socialiste y va tout seul, il y a un vrai danger à la fois financier et politique s'ils se font en moins de 3 ou moins de 5. Même chose pour Benoît Hamon. Donc l'enjeu pour eux, c'est un enjeu de survie politique. Alors, aux dernières nouvelles, selon les sondages, donc, Europe Écologie, Les Verts et la France Insoumise font à peu près jeu égal à 8% d'intention de vote pour les européennes. Le Parti Socialiste est à 6%. Génération.S, donc le parti de Benoît Hamon, est à 4%. Le Parti communiste à 2%. Et Place Publique, pour l'instant, n'a pas encore été testé. Est-ce que vous croyez, Anthony Cortès, que celui qui peut sortir vainqueur de ce désordre, c'est Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas son parti, puisque lui-même n'est pas tête de liste, parce que à la fin, c'est celui qui crie le plus fort qu'on va entendre le mieux? Oui, et puis quelque part, ce serait la suite logique, quelque part. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui n'a pas connu d'échec cuisant dans les dernières élections. C'est le seul qui a porté, quelque part, ce que portaient les Gilets jaunes, c'est-à-dire un souverainisme de gauche, quelque part. Donc, je pense que c'est le seul qui, en tout cas, ne sortira pas complètement perdant. Alors, de là à dire qu'il en sortira gagnant, je ne suis pas sûr, mais il n'en sortira pas complètement perdant. Pourquoi il n'y a pas de tête de liste socialiste, Karl Mayus? Ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Ils n'arrivent pas à trouver. Il y a Ségolène Royal qui, ah bah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Été approchée, oui. qui était d'ailleurs assez partante, mais avec une condition qui était justement ce qu'essaye de faire Benoît Hamon, mais elle a essayé de le faire avec les dirigeants, rassembler tout le monde, de Yannick Jadot jusqu'à, alors pas Mélenchon, mais Place Publique. Le problème, c'est qu'Yannick Jadot a repositionné l'écologie sur sur l'absence de clivage droite-gauche. Il est sur le ni droite ni gauche. Donc il fait revenir les écolos à l'époque de Wechter, mais du coup, qui bloque complètement la possibilité d'un rassemblement à gauche.
Quand même, la différence, c'est qu'effectivement, Wechter n'était pas nécessairement de gauche, alors que Jadot, lui, il l'est. Il l'est un peu plus. Ouais. Mais il a bien compris qu'il y a plus de voix à récupérer bien sûr. Ailleurs que sur la gauche. Quand on additionne tous les scores, ils font 25%. Oui. C'est-à-dire que c'est les 25% qu'on a eu à la présidentielle. 25%, c'est ce que faisait à lui tout seul, le Parti communiste dans les années 70, avant que Mitterrand ne réussisse à le siphonner. Donc c'est bien le signe qu'évidemment, on a là une disparition du spectre politique, et par conséquent, le libéralisme qui avait glissé à droite est en train de reglisser à gauche du spectre politique. C'est aussi, ça montre aussi, Virginie Pradel, que le macronisme n'a pas fini de produire ses effets. C'est-à-dire qu'effectivement, il détruit tous les partis politiques traditionnels quand il disait, ben voilà, avec moi il y a une nouvelle offre et les autres offres politiques ne sont plus pertinentes. C'est le délitement de la gauche, et rappelons quand même qu'il y a encore un certain nombre de gens ayant une sensibilité de gauche au sein de la République En Marche. Donc oui, on l'a vu sur le vote, par exemple, sur la loi anti-casseurs. Exactement, mais oui, ça n'a pas fini de produire ses effets. Alors surtout à droite, je pense, plutôt qu'à gauche. Après, c'est un avis personnel. Oui, je suis d'accord. La droite doit prendre en considération le fait, à partir du moment où Macron est toujours présent, même s'il baisse dans les sondages, il n'empêche que son positionnement central oblige à la recomposition du spectre politique. Disparition de la gauche, mais la droite va connaître, elle aussi, des difficultés. Vous seriez favorable à une votation citoyenne à droite, avant l'élection européenne ? Je suis favorable, pour ma part, à ce qu'il y ait une recomposition du spectre politique par la base. D'accord, donc pas forcément par une... Qui pourrait s'allier. Hein. Quand vous regardez Nicolas Dupont-Aignan et le Rassemblement national, il y a quand même beaucoup plus de choses qui les rassemblent. Bien sûr, et quand vous voyez François-Xavier Bellamy sur la liste LR et Jean-Frédéric Poisson sur la liste d'alliance avec NDA, que vont faire les cathos ? Ils vont se diviser, ils vont couper leur bulletin en deux. Voilà, Jean-Frédéric Poisson qui est le patron du parti chrétien-démocrate. On va parler des impôts, sujet qui est toujours cher à nos dirigeants. On a eu un peu la frousse cette semaine parce que les ministres avaient semblé souhaiter de nouvelles augmentations d'impôts, ou alors, ce qui revient à peu près au même, des diminutions des niches fiscales. Alors, ce qui a été le point fort de cette offensive, c'est une intervention de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. C'était il y a 2 jours sur RMC, et il parlait des niches fiscales. Alors il disait, les niches fiscales, on ne va pas y toucher, sauf pour les riches, évidemment. Regardez. Les 10% des Français les plus riches bénéficient de la moitié de ces niches fiscales. 14 milliards d'euros, ça coûte à l'État les niches fiscales, 7 milliards pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce que je dis, c'est pas toucher telle ou telle niche. Ce que je dis, c'est que les gens les plus riches, peut-être, pourraient être un peu moins aidés que les classes moyennes. En revanche, que des gens comme moi, par exemple, qui gagnons plus de 8 000 euros par mois, aient besoin de la solidarité nationale pour changer mes doubles vitrages, je pense que la question se pose, Monsieur Bourdin. Oui, alors, suite à cette sortie, Emmanuel Macron, selon nos confrères de France Info, a rappelé au dernier Conseil des ministres que la ligne, c'était pas d'augmentation d'impôts. Virginie Pradel, je vous ai vu tweeter cette semaine après les interventions de Gérald Darmanin en disant « ça y est, ça recommence, on va nous augmenter les impôts ». Est-ce que vous êtes rassuré, puisqu'apparemment le président a dit que non, il n'y aurait pas d'augmentation ? Oui, j'ai trouvé ça très rassurant et même salutaire. Que Emmanuel Macron dise publiquement qu'il était contre une augmentation rampante de l'impôt sur le revenu pour les plus aisés. Et j'ai trouvé que les propos de Gérald Darmanin étaient vraiment sidérants, à savoir qu'on caricature des gens qui travaillent quand même, qui ont des revenus confortables, qu'on les caricature, qu'on propose d'introduire un système de niche fiscale sous conditions de ressources. J'ai envie de dire, on est déjà dans une société sous conditions de ressources. Tout est sous conditions de ressources, sauf les niches fiscales. Et c'est tout à fait normal que ce soit les personnes les plus aisées qui en bénéficient, dès lors que ce sont les personnes qui paient le plus d'impôts. Et n'oublions pas également que ces niches fiscales correspondent à une sorte de délégation de l'État aux contribuables pour faire des investissements qu'il n'est plus en mesure de faire. Je prends l'exemple de tous les investissements immobiliers qui donnent droit à une réduction d'impôts. Il ne faut pas oublier que tous ces contribuables sur qui on jette l'opprobre, c'est des gens qui mettent leur argent pour construire des immeubles et pour loger des gens. Et je trouve ça absolument sidérant d'avoir une vision caricaturale des niches fiscales alors que c'est un moyen indirect pour l'État de financer des politiques publiques. Anthony Cortès, est-ce que vous croyez que Emmanuel Macron est crédible quand il dit on
On n'augmentera pas les impôts. Juste avant que vous répondiez, je vais vous donner l'avis des internautes du Figaro qui sont en train de nous suivre. Alors eux, ils ne sont pas totalement convaincus puisqu'ils sont 91% à ne pas croire qu'on est vraiment à l'abri d'une hausse d'impôts. Écoutez, moi j'espère qu'en tout cas que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas augmenter les impôts. Alors, j'entends bien vos arguments, mais on voit dans les différents sondages, on voit par le mouvement des Gilets jaunes, alors je suis désolé encore une fois, je vais citer ce mouvement-là, mais on voit qu'il y a un désir justement de davantage de justice fiscale. Et on voit qu'il y a justement un fossé qui s'est creusé entre une France d'en haut et une France d'en bas. Et je pense que la meilleure façon de les réconcilier, malheureusement, c'est l'impôt, c'est de faire participer davantage les plus riches. Alors, évidemment, on a parlé de l'ISF, évidemment, on va me dire que ça ne représente pas grand-chose, mais symboliquement, c'est très fort. Et les niches fiscales, c'est encore plus fort. Alors, moi, j'espère qu'en tout cas que le gouvernement va faire cet acte fort-là, mais je n'en pense pas capable. Carl, c'était quoi la sortie de Gérald Darmanin? C'était une gaffe ou un ballon d'essai? Non, c'est un ministre qui est totalement dans les mains de son administration. L'histoire des niches fiscales, enfin, alors là, pour le coup, je parle sous votre contrôle, mais à chaque gouvernement, on nous le ressort. Le ministre du Budget dit « alors on va s'attaquer aux niches fiscales », et au fond, d'ailleurs, ça a déjà été fait en partie, et aujourd'hui, je pense qu'on est complètement, si vous me passez l'expression, à l'os. On évoque les emplois à domicile en disant « ah voilà, c'est ça c'est une niche fiscale, c'est scandaleux, ça profite aux riches qui emploient une femme de ménage, un jardinier ». Très bien. Supprimons cette niche fiscale. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont continuer à les employer, sauf qu'ils vont les employer au noir, ce qui se faisait avant d'ailleurs cette niche fiscale. Donc, plus de recettes pour l'État, puisque forcément c'est au noir, et précarisation de tous ces gens qui, du coup, n'auront plus de protection sociale, seront à la merci d'être envoyés sans avoir un licenciement en bonne et due forme. Vous voyez, derrière ce côté-là, derrière les bonnes intentions, on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc là, on a un ministre qui est dans la main de son administration, qui plutôt que de chercher à réduire la dépense publique, parce que ça c'est compliqué, va vers la solution de facilité qui est, après tout, on n'a qu'à encore augmenter les impôts. Mais ça serait totalement paradoxal, et on est plusieurs à l'avoir dit ici, que la conclusion du grand débat, et donc du mouvement du Gilet jaune démarré le 17 novembre, lutte contre les augmentations de taxes, soit des augmentations d'impôts, fût-ce pour une certaine catégorie de la population. Guillaume Bernard? Moi, je suis sidéré du fait qu'on n'arrive pas à mettre sur la table le fait que pour qu'il puisse y avoir une diminution de la pression fiscale, il faut nécessairement qu'il y ait une diminution ou une réorganisation de la dépense publique. Et c'est, me semble-t-il, par cela qu'il faudrait commencer. Ensuite, il y a un deuxième élément. Donc, du coup, je pencherai plutôt du côté de Virginie Pradel, de ce côté-là. Mais je reconnais qu'il est bien évident que pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance au corps social, il faut que l'on ait le sentiment que l'effort soit également réparti. Et donc, il est certain que, au-delà même de certaines niches fiscales qui ont peut-être effectivement leur justification et leur efficacité, il faut qu'il y ait un sentiment de justice fiscale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sentiment de ce que tout le monde participe d'une manière équitable, proportionnée à effectivement la dépense publique. Et alors c'est là où, du coup, je ne partagerai pas tout à fait votre analyse, c'est que je crois que le mouvement des Gilets jaunes, s'il rassemble des gens de toutes les catégories sociales, n'est pas intrinsèquement un mouvement de gauche, parce qu'il me semble que c'est plutôt un mouvement qui cherche à demander, dans le fond, que l'on ne vive pas de subventions, d'aides, mais que l'on puisse vivre de son travail, que l'on puisse avoir la liberté, je dirais, d'avoir une initiative, et que cette liberté ne soit pas administrativement et fiscalement entravée. Par conséquent, la question de la fiscalité, c'est un vrai souci. Je vous rappelle qu'il y a quand même plusieurs régimes politiques qui se sont effondrés à la suite, je dirais, de problèmes de ce type, de banqueroute de l'État et de jugement, enfin d'analyse, enfin du sentiment, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas une équité, je dirais, dans la charge et dans les ressources que l'on tire de l'argent public. Virginie Pradel, en général, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'équité, c'est une façon polie de dire que les riches ne payent pas assez?
Oui, non, mais moi je suis pas du tout d'accord. Sincèrement, je trouve qu'on a complètement dévoyé le combat pour la justice fiscale. Aujourd'hui, on assiste à l'égalitarisme par l'impôt. Sincèrement, ce que j'ai entendu, c'est il y a des gens qui gagnent de l'argent, on va leur couper les niches fiscales et ils vont payer encore plus d'impôts sur le revenu, sachant qu'ils en paient déjà beaucoup plus que tout le monde. Et d'ailleurs qu'un certain pan de la population ne paie pas d'impôts sur le revenu progressif. On dit que 10% des gens payent 70% de l'impôt sur les revenus. Oui, donc c'est un impôt qui est ultra concentré, sachant que c'est aussi des personnes qui vont payer plus de taxes foncières, plus de taxes d'habitation, plus d'impôts sur la fortune immobilière. C'est des gens qui paient énormément d'impôts et sincèrement, on a une vision extrêmement réductrice. Et ce qui est encore affolant, et c'est ce dont on a parlé cette semaine, notamment par le biais de la Cour des comptes, c'est que aujourd'hui, on n'a aucune perspective de baisse d'impôts et je pense que c'est ça qui crée un sentiment anxiogène. Baisse des dépenses aussi. Il n'y a aucune perspective. On a une dette stratosphérique. On a un déficit abyssal, le deuxième plus élevé de l'Union européenne. On est incapable de passer de façon pérenne en dessous de la barre des 3%. On a une croissance atone. On n'a aucune perspective réelle d'économie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les impôts, pas forcément les impôts, mais les prélèvements obligatoires, parce qu'on sait que le gouvernement joue sur la dénomination précise d'impôts. Rappelons qu'il y a les impôts, les cotisations, les taxes. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, on a eu une hausse de la taxe carbone très conséquente, qui a d'ailleurs déclenché le mouvement des Gilets jaunes. On a eu une hausse des droits sur les tabacs. On a eu une hausse des cotisations retraite, que ce soit pour la retraite de base ou pour la retraite complémentaire. Donc les prélèvements obligatoires augmentent pour la majorité des Français. Ils ont été réduits et je dois dire que c'est louable et on doit saluer la baisse de l'imposition du capital courageusement menée par Emmanuel Macron, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, il y a une surtaxation du capital en France. On a quand même un taux implicite de taxation du capital qui est exorbitant en France, qui dépasse 50%. C'est 2 fois supérieur au taux de l'Allemagne. Donc il fallait prendre la voie qu'a prise Emmanuel Macron, à savoir baisser l'imposition du capital. Malheureusement, il ne fallait peut-être pas le faire au détriment d'une frange de la population qui est aussi soumise à des impôts divers et variés dont elle n'a pas conscience. C'est ça qui est complètement fou en France, c'est que les gens n'ont pas conscience des impôts qu'ils paient, parce que c'est dissimulé. Alors, sur Internet, plus exactement, il y a un internaute, de cette confusion, un internaute anonyme qui nous dit « Bientôt le pain et l'air que l'on respire seront aussi sous condition de ressources ». Et il ajoute « Le gouvernement ne peut rien dire à ce sujet, c'est-à-dire le sujet des hausses d'impôts, avant les élections ». Et Bronito remarque qu'on est passé de 418 niches en 2003 à 468 en 2010. Et quand va-t-on s'arrêter à 1000 niches pour l'interrogation? On en crée de nouvelles chaque année. Karl Meus, cette fiscalité a beaucoup fait réagir les lecteurs du Figaro Magazine dans notre grand débat. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, on avait demandé à nos lecteurs et aux internautes de réagir sur ces sujets ouverts par le président de la République pour donner lieu au grand débat. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment qu'on augmente les impôts. Non, exactement. Ils sont pour la justice fiscale, mais appliquée à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est le chiffre que vous avez rappelé, ils ont l'impression qu'eux payent l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Et ce qu'ils demandent, c'est qu'au fond, ça soit plus équitablement réparti. Mais ils ne se contentent pas de demander non plus uniquement de dire, voilà, il faut baisser les impôts et tout ça. Non, ils donnent des pistes, c'est ça qui est intéressant. Première piste qu'ils donnent, notamment, faisons des économies, supprimons le Conseil économique, social et environnemental, dont on ne voit absolument pas l'utilité, nous disent-ils. Ils sont aussi, c'est ça qui est formidable, c'est quand on donne la parole aux gens et on se rend compte qu'ils sont totalement lucides et ils disent, mais au fond la Cour des comptes fait des recommandations, il n'y a qu'à renforcer les pouvoirs de la Cour des comptes pour que ces recommandations soient obligatoires. Et alors en termes de justice fiscale, évidemment, ils demandent aussi que la taxe d'habitation soit supprimée pour tout le monde et pas seulement maintenue pour eux. Virginie Pradel, vous avez participé à ce dossier. Vous avez été surprise par les souhaits, les demandes et les contributions des lecteurs du FIGMAG?
Non, j'ai trouvé que c'était très sensé, notamment s'agissant de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 personnes dites les plus aisées. Hein. Donc, 20 sur 100, oui. Ouais, exactement. Ce qui serait totalement normal, dès lors que je ne vois pas pourquoi 20% de la population financerait seule des services publics locaux qui bénéficient à tout le monde. Là, je trouve qu'on atteint le paroxysme de l'injustice fiscale, à savoir des services publics locaux qui bénéficient à tout le monde et qui sont financés seulement par 1/5 de la population. C'est pas normal. Après, il y a quelque chose qui m'a surprise, c'est le désir que tout le monde paie de l'impôt sur le revenu dès le premier euro. Alors, je comprends parfaitement cette demande, mais cela révèle que les Français n'ont absolument pas conscience de l'impôt sur le revenu qu'ils paient. Alors c'est vrai que nous, on a une vision en général très restrictive de l'impôt sur le revenu. On parle de l'impôt sur le revenu familial et progressif, hein, celui sur lequel on se focalise et qui n'est payé que par moins d'un foyer fiscal sur 2. Mais il faut quand même rappeler que le principal impôt sur le revenu en France reste la CSG. CSG, ça veut dire contribution sociale généralisée, sachant que contribution est un synonyme d'impôt, hein, on essaie de noyer un petit peu le poisson. Et on a également la CRDS. Et quand vous regardez la CSG et la CRDS, ça représente 2 fois plus de recettes fiscales que l'impôt sur le revenu. Donc ils payent déjà. Il paye 2 fois. Encore un mot là-dessus? Un tout petit mot pour... je crois vraiment que la notion d'équité, ça signifie quelque chose. Et je voudrais juste vous donner un exemple. J'avoue que je n'ai pas lu votre dossier, mais je vais m'y plonger rapidement. Il y a une mesure qui, moi, me paraît assez, évidente. Le fait de ne pas fiscaliser les dividendes qui ne seraient pas distribués et qui seraient réinvestis dans l'entreprise. Parce que, et c'est cela qui me paraît fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment, disons qu'un certain nombre de nos contemporains, de nos compatriotes ont le sentiment que dans le fond, les revenus du travail sont extrêmement frappés, tandis que les revenus de l'investissement, qui est nécessaire naturellement, eux le sont moins. Et donc par conséquent, le fait de dire qu'une entreprise qui ne distribuerait pas ses dividendes, mais qui les réinvestirait et qui donc pourrait investir dans la machine-outil, dans la création d'emplois, eh bien, que ces investissements-là ne soient pas taxés, là, pour le coup, ça pourrait être une mesure qui serait perçue par tous comme étant productive pour tout le monde. Merci. Voilà. On prend quelques minutes, si vous voulez bien, pour parler d'un sujet qui n'a vraiment rien à voir. C'est celui des écoles hors contrat. Les écoles hors contrat, ce sont des établissements scolaires, primaires et secondaires, qui sont reconnus par l'État, autorisés par lui, mais qui ne bénéficient d'aucune aide publique. Donc ce sont les parents qui financent l'intégralité de la scolarité. La Fondation pour l'école est un organisme qui aide au financement d'un certain nombre de ces établissements et qui indique qu'il y a de plus en plus de contrôle sur ces écoles, d'inspection à répétition. Elle donne l'exemple de l'école du Puy du Fou ou de plusieurs écoles du réseau Espérance Banlieue, dont on a souvent parlé dans le Figaro Magazine. Et en fait, la raison officielle, c'est qu'il y a une inquiétude de radicalité pour ces établissements. Pour faire court, un certain nombre de ces écoles hors contrat seraient montées par des religieux islamistes et que donc c'est dangereux et que donc il faut bien surveiller tout le monde. Guillaume Bernard, est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Oui, enfin, vous avez résumé l'obsession idéologique du gouvernement, parce que personne ne peut croire que les écoles hors contrat se sont créées et se sont développées en France uniquement pour permettre ou parce que des islamistes ont voulu créer ces écoles. Elles se sont développées parce qu'il y a un besoin réel d'un mode d'enseignement alternatif et offrant, je dirais, un niveau scolaire aux élèves supérieur à ce que l'on a dans le sous-contrat, qui est en fait un public payant, ou dans les écoles publiques. Ces écoles, elles se sont développées parce qu'il y a une défaillance de la part des programmes imposés par le ministère et une défaillance, malheureusement, de la part des enseignants. Parce qu'avant tout, ces écoles, c'est le choix des programme, c'est le choix des enseignants. Donc, si l'on veut lutter contre l'islamisme, on n'a pas besoin d'utiliser un marteau pour écraser, je dirais, l'ensemble des écoles, vous les qualifiez de hors contrat, moi je les qualifierais plutôt de véritablement libres, parce que les écoles sous contrat, elles ne sont absolument pas libres. Anthony Cortez, c'est étonnant le succès de ces écoles qui encore une fois, sont chères pour les parents parce qu'il n'y a aucune subvention.
Mais c'est ce que vous disiez, voilà, ces écoles-là qui sont de plus en plus nombreuses profitent quelque part des ruines de l'école publique. Voilà, aujourd'hui, l'école publique n'est plus du tout performante. On le voit avec les savoirs fondamentaux qui sont de moins en moins acquis à l'école primaire. Cependant, moi, je suis pour davantage de contrôle parce qu'il y a des cas d'embrigadement. On l'a vu avec l'école Al-Badar à Toulouse, par exemple, qui vient d'être condamnée récemment, où on apprenait davantage le Coran, l'arabe plutôt que le français ou les mathématiques. On le voit aussi, par exemple, en Catalogne française, mais au Pays Basque aussi, avec ces écoles-là, ces écoles régionalistes, qui sont quelque part pénétrées par les mouvements indépendantistes. Et voilà, on embrigade quelque part et on ne favorise pas le sens critique de ces élèves-là. Donc, moi, je suis plutôt pour davantage de contrôle de ces écoles-là. Même si la majorité de ces établissements ne sont pas du tout religieux, ils ont notamment parce qu'ils souhaitent mettre en avant des pédagogies considérées comme originales et qui ne sont pas forcément mises en pratique par l'éducation nationale. Juste un tout petit mot. J'ai lu dans l'article du Figaro d'aujourd'hui que ce que l'on reprochait à ces écoles, c'était le manque d'esprit critique. Il est possible que dans certaines écoles, il y ait un embrigadement, je ne dis pas le contraire. Mais avant tout, le développement de l'esprit critique, c'est la capacité à lire un texte et à l'analyser. Il me semble que généralement le niveau scolaire des élèves de ces écoles hors contrat est supérieur. Quand moi je vois arriver à l'université des étudiants venant de ces écoles, généralement ils ont une culture générale et une capacité de lecture supérieure à ceux qui arrivent d'autres lycées. Voilà. Je me permets juste de vous couper et je vous inviterai à aller voir le rapport de l'Académie de Versailles en 2016 qui avait contrôlé 30 écoles au hasard dans l'Académie et aucune ne remplissait le socle commun d'apprentissage. Donc je ne peux pas vous laisser dire que ces écoles-là sont plus performantes. Ils ne savent pas faire d'informatique, ils sont bons en latin, à mon avis c'est meilleur. Voilà, parce qu'il faut dire ça aussi, il y a une culture plus traditionnelle, un mode d'enseignement plus classique, qui effectivement ne rentre pas forcément dans les cases peut-être de l'inspection pédagogique. Virginie Pradel, quel est votre point de vue là-dessus? Vous pensez qu'il faut laisser la liberté? Oui, la liberté d'enseignement est garantie constitutionnellement, donc je trouve ça quand même sidérant de voir des petits agents de l'éducation nationale passer leur temps apparemment à faire des contrôles ou des surcontrôles. Sachant que il faut séparer les bonnes initiatives des mauvaises. Il ne faut pas forcément idéaliser les écoles indépendantes, mais elles ont quand même le mérite d'exister. Pour avoir suivi l'initiative conduite par Espérance Banlieue, c'est quand même un travail remarquable. On n'a pas l'impression d'avoir des personnes endoctrinées dans ces écoles. Et après, je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Ces écoles ne sont que le résultat de l'échec cuisant de l'éducation nationale. Donc à cet égard, il faudrait quand même mieux de contrôler leurs écoles qui abritent quand même où il y a énormément de problèmes. Et je pense qu'il ferait mieux de se focaliser sur tout ce qui ne va pas au sein de l'éducation nationale plutôt que remettre en cause des écoles qui ont le droit d'exister. Chaque parent est tout à fait légitime à payer pour que ses enfants suivent l'enseignement qu'ils désirent. Alors, on vous a posé la question sur Twitter, sur l'idée de ces contrôles. Vous y êtes assez favorable. Vous dites non, ces écoles hors contrat ne sont pas trop surveillées à 81%. Nicole nous dit « Mes enfants ont été au lycée dans un établissement hors contrat qui n'était absolument pas religieux, mais le niveau était supérieur au public. » Karl Meus, un point de vue sur ce sujet? Je crois que c'est ça, c'est ce que tout le monde a dit, c'est la faillite du système public qui entraîne les gens à mettre leurs enfants soit dans les écoles sous contrat, et le problème c'est que ce qu'on appelle les écoles privées sont débordées, n'ont plus assez de place, avec des listes d'attente très nombreuses. Avec des listes d'attente, et du coup, il y a ces solutions-là alternatives qui existent. Mais vous savez, dans un monde ouvert, on le voit avec les universités, et c'est pareil maintenant avec les écoles et les lycées, dans un monde ouvert où on fait des classements de réussite, on regarde les résultats, on voit qui fait grève, qui ne fait pas grève, et les gens ne sont pas idiots. Ils mettent leurs enfants dans les universités qui ne font pas grève. On a vu avec Parcoursup l'année dernière que Tolbiac et Nanterre avaient un nombre de demandes qui baissait comme par hasard l'année après les blocages d'universités. Et là, vous avez les lycées qui ont brûlé en décembre. Je ne serais pas étonné que dans les endroits où c'est arrivé, vous ayez une demande plus forte pour le privé et le privé hors contrat. Pour parler de fiscalité, en une phrase, c'est une phrase, et ce sera la dernière. Les parents qui mettent leurs enfants dans leur contrat payent deux fois. Ils payent par l'impôt l'école publique et
par le coût de l'école privée. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous tous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr lundi prochain à 17h pour un nouveau numéro de Point de vue. Très bon week-end à tous.